Olivia Ruiz, 19 juin 2020. Paris. Bonjour Ah Olivia, mince, pardon. c'est pas grave. Bonjour Olivia Ruiz, ravie de vous recevoir. Bonjour. Comment vous sentez-vous aujourd'hui et que ressentez-vous par rapport à tout ce que nous traversons, tout ce que nous vivons actuellement? Eh bien, je me sens un peu comme tout le monde, je crois, libérée. Libérée de voir que les choses reprennent leur cours et en même temps dans le souvenir de ce qui nous est arrivé. C'est-à-dire en faisant un petit peu plus attention à l'autre, en revoyant sa façon de consommer. Donc, j'ai eu de grands espoirs dans ce, dans ce monde d'après qu'on nous a décrit de plein de façons. Certains ont été amoindris, mais certains sont encore très grands. Alors la musique et la littérature sont au centre de votre existence. Pourquoi est-ce que vous auriez probablement implosé sans elles et particulièrement en ces temps difficiles? Euh, c'est quelque chose que j'ai tellement fait d'écrire pour vider le sac à dos que j'avais sur le dos, qu'on a tous sur le dos, que finalement c'est quelque chose qui fait partie de ma vie comme boire et manger. Donc, je ne sais pas si le confinement, par exemple, a eu un effet là-dessus. S'il en a eu un, c'était un effet plutôt négatif parce que le manque de contact physique m'a beaucoup peinée. Moi qui suis quelqu'un de très tactile, de très bisous, câlins, caresses. Voilà, j'ai manqué de cette nourriture-là parfois pour me sentir suffisamment sécurisée pour écrire. Mm. Alors, à un moment donné, votre narratrice dit: «Le monde est passé à côté de quelque chose. Imaginez si dès le départ, on avait, justement adopté un langage universel». Est-ce que vous diriez que l'art est un langage universel? L'art est un langage universel, c'est certain, mais quand je dis ça dans le livre, c'est aussi parce que je pense à tous ces moments où moi-même j'ai été l'étrangère en territoire inconnu. Et je crois que je me suis mise dans cette situation par hasard. Et au contraire, parce que le mouvement devient presque un ancrage chez, chez ceux qui ont vécu un exil et probablement, en tout cas j'aime le penser, chez les générations qui suivent celle qui a été confrontée au déracinement. Donc, donc c'est vrai que en écrivant cette phrase, je crois que je fantasmais quelque chose. Je fantasmais cette universalité que l'art malheureusement ne suffit pas à donner pleinement. Dans la rencontre, se présenter nos œuvres respectives ou se chanter une chanson crée du lien, mais, euh, mais est-ce que ça facilite la compréhension de l'autre? Probablement, simplement en partie. C'est pour ça que c'est vrai que j'ai rêvé ce monde en créant le dialogue entre Pépita et Rita, ce monde parfait où, voilà, où l'incompréhension serait souvent mise sous cloche grâce à ce langage universel, à 100% universel. On le voit derrière vous, il y a votre premier roman qui s'appelle La commode au tiroir de couleurs, qui est paru aux éditions Lattès. Quels sont les tiroirs de votre âme qui se sont ouverts en écrivant? C'est une jolie question. J'allais dire tous. À chaque moment de la commode, il a fallu en ouvrir un. Euh, il a fallu ouvrir le tiroir de la maman terrifiée. Il a fallu ouvrir le tiroir de la femme abandonnée. J'ai 40 ans, donc j'ai eu le temps de vivre
plein de choses qui ont pu me permettre de nourrir mes personnages aussi. Surtout avec la vie en accéléré que j'ai eue à partir de mes 21 ans, où je suis entrée dans un tunnel pour en ressortir finalement 15 ans plus tard, avec tous ces concerts, toutes ces rencontres, une vie extrêmement foisonnante. Donc, je crois que entre toutes mes lectures sur la guerre d'Espagne, sur le déracinement en général, sur la psychogénéalogie, tous les témoignages documentaires que j'ai vus, même s'il en existe peu, les livres de Serge Pey, de Lydie Falbert, je crois que tout ça, cumulé à mes tiroirs émotionnels à moi, a permis de faire exister ces personnages et de les rendre réalistes aussi. C'est une histoire que vous nous racontez, principalement à travers les femmes, à travers, celle qui s'appelle Abuela, donc la grand-mère, au début, qui nous pose cette question l'identité que vous venez d'aborder et elle dit que pour moi, comme pour beaucoup d'émigrés, qui ne sont ni d'ici ni de là-bas, la langue est une maison, le mouvement est un ancrage. Pourquoi est-ce que, aujourd'hui, ben, ce thème des migrants, ce thème du rejet de l'autre qui revient constamment puisque ce mouvement dont vous parlez, continue à exister, vous parle tellement? Probablement parce que je porte en mon sang, comme le dit si bien une de mes chansons que je n'ai pas écrite, de mes débuts. Probablement parce que je porte en mon sang toutes les plaies de l'Espagne. C'est ce que dit mon meilleur ami dans cette chanson très autobiographique, enfin, un de mes meilleurs amis, qu'il a écrite en parlant de la personne qu'il a connue quand nous nous sommes rencontrés, c'est-à-dire de l'adolescente que j'étais. Et voilà, cette chanson s'appelle La fille du vent. C'est un texte qui est taillé sur mesure comme un petit costume et dans lequel il dit ça. Je suis la fille du vent, je porte en mon sang toutes les plaies de l'Espagne, voilà, et des tas de belles choses magnifiques. Donc, c'est probablement cet héritage muet, silencieux, et notre réalité qui rend cet épisode tel un véritable miroir de notre époque, qui a forgé l'envie d'accoucher de cette histoire que je répète finalement depuis de longues années, aujourd'hui, ici et maintenant. Elle dit aussi qu'un être humain sera toujours un être humain qui sera traité comme tel. Ce n'est hélas pas la philosophie de tout le monde puisqu'on voit que le racisme ressurgit ces jours-ci encore. Qu'est-ce qui vous révolte le plus dans ce rejet éternel de l'autre? Je ne sais pas ce qui me révolte le plus parce que tout me révolte, ce que j'ai essayé de mettre en avant dans la commode entre les lignes et qui me semblait être un message qui faisait partie de ceux qui me tenaient le plus à cœur et qui est aussi le message principal de mon prochain spectacle Bouche cousue, c'est que l'autre, c'est toi. Et t'intéresser à l'autre, c'est te comprendre toi. Et te comprendre toi, c'est t'ouvrir au reste du monde. C'est aussi bête et méchant que ça, finalement. Et en quoi est-ce que vous diriez que la musique, la littérature, le fait d'écrire vous-même vos textes, de les vivre, vous a permis de vous trouver votre place? Je ne crois pas encore avoir trouvé ma place, moi, personnellement. Je cherche encore ma place. Je cherche encore ma place, donc probablement que tous les arts que je pratique et que j'ai pratiqués m'y aident, c'est certain. Mais je ne suis pas certaine d'avoir encore complètement trouvé ma place. Je crois que je vois un bien plus long chemin devant moi que celui que j'ai parcouru jusque-là. En tant que femme et en tant qu'artiste, vous êtes souvent active dans des œuvres caricatives. Pourquoi c'est important pour vous et particulièrement en cette ère de crise? Ça me semble essentiel, ça me semble une évidence quand la Maison des femmes
qui fait un travail extraordinaire m'appelle pour un concert, je sais pas, je ne réfléchis pas. C'est tellement typiquement le genre de choses qui donne du sens à ce que je fais que c'est un cadeau pour moi quelque part. Parce que tout d'un coup, je sais, je comprends à quoi me sert cette notoriété qui sert à rien dans le quotidien finalement, qui rend pas plus heureux quoi, dans ce sens. Bah là, tout d'un coup, cette notoriété, elle permet de rendre plus heureux et de se sentir plus utile. Donc, faire tout ça, ça redonne du sens à nos métiers, je crois. C'est aussi un roman sur la transmission que vous ont transmis vos parents, que vous ont transmis vos grands-parents, malgré leur silence. Toutes petites choses qui n'ont l'air de rien et qui sont pourtant extrêmement précieuses. Parfois, quand j'étais adolescente, je déplorais le fait que ma famille ne soit pas hyper cultivée, ne soit pas dans la transmission, ne soit pas dans ces choses-là. Et puis finalement, je me suis rendu compte que l'héritage dont j'avais bénéficié valait toutes les bibliothèques du monde, ou toutes les vidéothèques, ou toutes les discothèques. Un sens du travail, une conscience de l'autre et une curiosité pour lui, saine, un amour de la terre, de ma région, un sens de l'accueil, de la chaleur humaine. Chez mes parents, c'est la maison du bonheur. Tout le monde arrive à n'importe quelle heure, il y a toujours une place à table pour manger. Voilà, c'est la générosité. Voilà. Et puis ce sont des gens qui sont beaux parce qu'ils sont dénués de mesquinerie. Ce sont des gens purs, comme on en trouve un peu moins. Même si j'aime ma ville, dans ma ville. Et vos racines espagnoles, elles grandissent comment? Elles poussent comment? Partout, j'ai envie de vous dire. Elle pousse dans ma façon de cuisiner, elle pousse dans ma façon de m'adresser à mon fils et de lui parler de son histoire, elle pousse dans mon hypersensibilité, elle pousse dans le bonheur que j'ai à sentir le soleil caresser ma peau, elle pousse dans le fait que je sois écorchée vive et que je puisse me rendre malade face au spectacle de certaines injustices et au spectacle de ma propre impuissance. Tout ça. Et est-ce qu'il y a un mot particulièrement en espagnol qui vous touche ou qui vous définit? C'est une jolie question, mais j'ai pas de réponse. Je pense à ce mot parce que je l'ai chanté si souvent, mais non, ça conviendrait pas. Je pense au mot salerosa, malagueña salerosa, de cette chanson, mais non, ça pourrait être. Je préférerais me résumer en une chanson. Bien sûr. Ce serait la chanson Piensa en mí de Luz Casal, la bande originale du film Talon Aiguille de Pedro Almodovar. Parce que c'est ce que je cherche à faire dans chaque chose que j'entreprends, créer du lien. Et cette chanson, c'est ça. C'est une chanson qui dit quand tu te sentiras très seul, pense à moi. Quand tout foutra le camp, n'oublie pas que je suis là quelque part, même très loin. Mais si t'as pas de maison, je peux être ta maison. Et ce roman, c'est un petit peu votre maison aussi? Mais un petit peu beaucoup. Ça l'a été. Ça l'a été. Je suis à nouveau sans domicile fixe, donc je vais très vite me remettre un nouveau roman pour retrouver un refuge, oui. Alors, en tant que maman, vous essayez vous aussi, j'imagine, de transmettre plein de choses, comme vous nous le disiez à l'instant. Oh, et oui, on avait enlevé le mode avion. Pardon, mais ça sera vivant comme ça. Pas grave. Donc, je disais que c'est aussi un roman sur la transmission, que vous, en tant que mère, vous l'avez dit, vous essayez aussi de transmettre plein de choses de votre enfant. C'est aussi un roman
plein d'espoir sur la reconstruction de soi, sur la reconstruction du monde. Et il y a cette phrase magnifique, c'est qu'à viser l'impossible, on peut atteindre Merveilleux. exactement, du moins le merveilleux. Est-ce que c'est votre philosophie de vie? Oui, je crois que ça fait partie de mes philosophies de vie. Oui, oui, je suis une battante. Je suis une battante. Alors, est-ce que ça va aussi avec le fait peut-être que j'ai hérité d'un sentiment d'illégitimité de la part de ces Français pas très français qui m'ont fait naître. Mais, mais non, je crois que je suis une rêveuse, pleine d'espoir, pleine d'envie, et et que j'ai envie en tout cas de transmettre ça. Le fait, euh, le fait de se dire que tout est possible. Tout est possible parce que, par exemple, moi, absolument rien ne me prédestinait à la jolie vie qui m'a été offerte. Normalement, normalement, j'aurais dû continuer à chanter dans les bars jusqu'à la fin de ma vie ou dans les fêtes de village, et puis, coup du destin, ma mère rentre avec un papier drôle de lapsus. Ma mère rentre avec un papier à la maison qui dit, regarde, il y a un concours là. Et justement, tu rentres en troisième année de fac qu'en janvier. Et puis, il y a un truc où il y a des cours de chant et de danse gratuits. Et là, tout bascule parce que je comprends que ceci n'est qu'un tremplin et que tout le travail va commencer après. Mais, euh, mais en tout cas, c'est vrai que je crois que moi, je fais partie des gens qui ont saisi le destin au moment où il leur offrait quelque chose. Et je crois que c'est possible pour tout un chacun à partir du moment où on essaye d'être au minimum heureux, ce petit minimum qui permet de voir les signes quand ils sont là. Et quel est votre espoir pour le monde de demain dont on parle tant? On est dans un tel monde qu'il faudrait qu'on prenne des heures. Tout est à repenser, tout est à reconstruire. On parlait de notre façon de consommer, mais notre façon de traiter notre planète, notre façon de considérer l'autre, notre façon de porter des jugements hâtifs, notre réflexe apeuré de rejet face à l'étranger. C'est immense. Je ne sais même pas si mes immenses espoirs sont assez grands pour croire en notre capacité de changement à la hauteur de ce que ce nouveau monde attend de nous. Mais moi, je me sens capable d'arrêter d'acheter des fringues, d'arrêter d'acheter des jouets, d'arrêter. Voilà, j'ai une conscience écolo forgée depuis de longues années. Je crois que mes parents étaient les premiers du village à avoir un compost. Voilà. Mais par contre, j'étais en bonne parisienne, une bonne consommatrice de choses inutiles. Et c'est vrai que tout a changé pour moi. Eh bien, merci beaucoup, Olivia Ruiz, Merci pour beaucoup. pensée. Muchas gracias, comme on dit, Muchísimas gracias a usted, señorita. et plein de belles choses pour vous. Portez-vous bien. Pareillement, merci beaucoup. C'était très chouette. Merci. Au revoir. Au revoir.